Nouvelle-Calédonie, actualité. Le président de la province Nord réagit dans un communiqué suite à l'annonce faite par la SLN de suspendre ses activités temporairement sur le massif de Poum. Il soulève le cumul d'infractions au code minier et se réserve le droit de poursuivre la SLN en diffamation. Élément de réponse dans un instant. La direction diocésaine de l'enseignement catholique au bord de l'asphyxie. La DEC a besoin d'un budget d'1,3 milliard pour poursuivre son année afin de pérenniser les structures et les emplois. Karen Cazot, directrice de l'enseignement catholique, sera avec nous pour en parler dans cette édition. Comment vivre avec la mucoviscidose, cette maladie d'origine génétique qui touche principalement les poumons et le système digestif dès la naissance? Elle est difficilement accompagnée sur le territoire. Les parents du petit Alec atteint de cette pathologie ont accepté de partager leur quotidien. Un témoignage à retrouver dans ce journal. Enfin, une cérémonie a eu lieu ce matin pour commémorer les soldats morts au combat. Ils ont débarqué un 25 avril 1918. Ils, ce sont les soldats australiens et néo-zélandais, surnommés les Diggers, venus prêter main forte aux poilus pour faire reculer l'invasion allemande sur les sols français durant la Première Guerre mondiale. Parlons nickel pour ouvrir ce journal. Paul Niaoutine, président de la province Nord, a réagi dans un communiqué à la suspension d'activité temporaire du site minier de Poum, annoncé vendredi par la société Le Nickel. Le chef de l'exécutif provincial évoque une série d'infractions commises depuis 2019 par l'opérateur. Les explications de Gédéon Richard et Cédric Thiard. C'est une sortie cinglante de Paul Niaoutine à l'endroit de la société Le Nickel. Dans un texte de 3 pages, le président de la province Nord se réserve le droit d'engager des poursuites en diffamation à l'encontre de la SLN qui l'accuse de manipulation. Vendredi, l'industriel a annoncé la suspension temporaire prochaine de ses activités sur le massif de Poum. Cette décision sera liée à l'obtention d'un arrêté d'autorisation d'exploitation. Je suis le premier surpris par cette affirmation, d'autant que la SLN n'a plus donné suite à l'instruction de cette dite demande d'autorisation d'exploitation depuis le 20 octobre 2020, déclare Paul Niaoutine, qui invite la SLN à assumer ses responsabilités. Le président de la province Nord évoque une série d'infractions commises entre 2020 et 2022, des chantiers ouverts sans autorisation et 80 sondages non autorisés qui ont été signalés au procureur de la République. Le président de la collectivité révèle aussi qu'une demande est en cours d'instruction concernant un chantier situé entre 2 forages d'eau potable qui alimentent Poum. Une situation que commente Henriette Mahé, maire de la commune, jointe par téléphone. Nous surveillons de près, la commune surveille de près parce que tout le monde sait que la commune de Poum a beaucoup de difficultés sur la ressource en eau. À la dernière commission minière, effectivement, un des dossiers, notamment la fermeture de Spur Eau, le périmètre de sécurité des eaux éloigné de cette ressource en eau qui est le C9, était touché, mais le choix a été fait par l'opérateur de changer l'écoulement des eaux pour ne pas que le périmètre de sécurité des eaux de ce forage soit impacté. Sollicitée durant la journée, la société Le Nickel n'a pas souhaité commenter la situation. Quant à la commune de Poum, elle rappelle que 300 emplois sont en jeu et elle espère qu'une solution sera trouvée pour maintenir l'activité minière. Voilà, affaire à suivre. Ce chiffre, le pays a retrouvé 60% de sa clientèle touristique l'année dernière. C'est le constat dressé par l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, un niveau de fréquentation qui a dépassé les objectifs de reprise fixés par les professionnels. En 2022, plus de 78 000 touristes ont choisi le Caillou comme destination, un signal encourageant pour le secteur fortement impacté par la fermeture des frontières successives dès 2019. Sécurité maritime à présent, le MRCC devient le COSNC, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage. C'est l'annonce faite par la structure cet après-midi en présence du haut-commissaire à l'occasion de la présentation de son bilan de l'année 2022. Il est le 8e centre opérationnel français. Ce changement de statut lui octroie de nouvelles missions. Il devient un acteur majeur dans la surveillance et le contrôle des pêches en coopération avec l'armée et la direction des affaires maritimes. On écoute au micro de Michel Pimbé les explications de Nicolas Chomard du COS Nouvelle-Calédonie.
Le MRCC sont aujourd'hui cadrés juridiquement, c'est-à-dire la surveillance de la navigation, la surveillance des pollutions, mais également la mission d'information relative au renseignement de sécurité maritime. Ça aujourd'hui, c'est une mission qui est opposable au centre, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, même si on le faisait. Sur le volet sauvegarde de la vie humaine, rien ne change puisque on garde cette fonction SAR qui reste prioritaire. Ce qui change, c'est qu'au lieu de nous appeler MRCC Nouméa, on va nous appeler COSNC, sauf pour Nouméa Trafic où on garde l'appellation. Et ce qui ne change pas, c'est qu'on nous appelle toujours sur les mêmes moyens d'alerte pour venir aider les gens en mer. Donc sur la zone de compétences et nos missions, peu de choses changent, si ce n'est le nom et le fait que nos missions de surveillance sont aujourd'hui clairement encadrées. Place à présent à notre œil de la rédaction. Enseignement. Si rien n'est fait, l'ADEC annonce qu'elle sera en cessation d'activité et ce, à compter du mois de septembre. La direction diocésaine de l'enseignement catholique, c'est 13 000 élèves, 62 établissements et des centaines d'emplois répartis sur le territoire. Madame Cazot, directrice de l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie, est parmi nous pour en discuter ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Nous avions reçu en décembre pour marquer les 50 ans de l'ADEC, un événement qui a mobilisé et laissé de bons présages pour la suite, malgré des alertes lancées au sujet de la situation financière. 5 mois après, vous tirez la sonnette d'alarme. Avant d'entrer dans les détails, Madame Cazot, je vous propose de faire le point sur l'évolution de l'ADEC ces dernières années dans ce reportage de Océane Zobler. Le budget global de fonctionnement pour la direction diocésaine de l'enseignement catholique a voisiné les 6 milliards de francs pour la période de 2013 à 2017, dont la moitié est financée par les collectivités. Aujourd'hui, ce chiffre a diminué de plus de 50%. Entre 2018 et 2022, c'est 500 millions en moins de subventions provinciales qui représentent pourtant la majeure partie des financements. Une situation critique pour l'enseignement catholique de Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué datant d'hier, l'ADEC rappelle l'importance de permettre aux parents de choisir l'enseignement de leurs enfants et l'engagement quotidien de l'enseignement catholique pour la jeunesse du pays. Ainsi, elle lance un appel aux collectivités pour obtenir 1,3 milliard d'ici la fin de l'année. Sans solution, l'ADEC envisage des licenciements collectifs. La province sud, qui s'est retirée de son financement depuis 2 ans, se justifie. Nous, on partage et on comprend l'inquiétude de l'ADEC parce que depuis 2019, il y a un rapport de la Chambre territoriale des comptes qui dit que les provinces sont le premier financeur de l'enseignement privé alors que ça devrait être la Nouvelle-Calédonie et les communes. Et donc depuis 2019, nous on alerte aussi sur ce sujet-là et malheureusement le gouvernement n'a pas mis en œuvre un texte qui doit être présenté au Congrès pour bien préciser qui doit financer quoi sur l'enseignement privé. Donc nous on souhaite ardemment que ce texte puisse être présenté. En tout cas, on est aux côtés de l'ADEC pour qu'ils puissent continuer à effectuer leur mission pour ceux qui veulent confier leurs enfants à l'enseignement privé, mais il faut que chacun finance ce qu'il doit financer. La situation s'est d'autant plus aggravée avec la baisse du nombre d'élèves due aux évolutions démographiques. Cette année, 12 750 élèves sont scolarisés dans ces établissements privés, 10 000 élèves en province sud, 1 800 en province nord et 750 dans les îles. En 2017, ils étaient environ 14 000 inscrits, soit pratiquement 1 400 élèves de moins. D'après la Nouvelle-Calédonie, cette baisse d'effectifs concernerait principalement les formations pré-baccalauréat. Les effectifs en post-bac demeurent quant à eux stables. Dans cette période de difficulté, ne sacrifions pas l'éducation, au contraire, elle doit demeurer la priorité car c'est elle qui fait l'âme d'une cité, insiste l'ADEC. Santé, à présent, chaque année, environ 200 enfants naissent atteints de la mucoviscidose en France. Une maladie génétique qui touche principalement les poumons, mais aussi le système digestif et reproducteur. Cette pathologie réduit l'espérance de vie. En Calédonie, aucune étude n'a été menée pour chiffrer le nombre de malades. Mais Alec en fait partie. Ce petit garçon de 18 mois et ses parents se battent au quotidien contre la maladie. Ils ont accepté de partager leur histoire et de se confier au micro d'Audrey Poitier. Allez, on fait. Non, Alec. Allez. C'est comme ça tous les soirs, mon fils. Tous les soirs et tous les matins. On prend l'antibiotique. Regarde, pat. Après, sinon, si c'est trop machin, je fais faire des pauses. Non, Alec. J'aime pas trop. Chaque jour, Alec passe près d'1 heure avec ce nébuliseur. Cet appareil transforme ses médicaments sous forme liquide en vapeur.
En inhalant son traitement, cela lui permet une application plus efficace au plus près de ses poumons. La mucoviscidose impacte le bon fonctionnement du système pulmonaire, mais aussi digestif. Cette maladie génétique réduit l'espérance de vie. Pour le petit garçon, cela se traduit par un pancréas enflammé, une interdiction de fréquenter les endroits fermés et humides, car la prolifération des bactéries peut l'amener à contracter un simple virus qui peut rapidement se transformer en un séjour à l'hôpital. Alec avait 2 mois lorsque ses parents ont appris qu'il était atteint de mucoviscidose. C'était le pire jour de ma vie, honnêtement. J'ai dit, s'ils nous prennent en rendez-vous, mets-toi déjà en tête que c'est pas pour nous donner de bonnes nouvelles. Mais je sais pas pourquoi, au fond intérieur, je voulais me dire non, c'est pas vrai, ça se peut pas. C'est mon premier enfant, c'est mon seul enfant. Non. Et là, elle nous a dit, du coup, on a eu les résultats et vous êtes tous les 2 porteurs. Donc du coup, ça fait d'Alec un malade de la mucoviscidose. Donc il est malade. Et là, je crois que ma vie, en tout cas, moi, elle s'est effondrée. T'étais face, en fait, à un trou noir et tu te dis, en fait, là, il va falloir que je traverse ce trou noir et comment on fait, quoi. Chaque jour, Shirley se réveille à 4 h du matin pour préparer les différents traitements de son fils et pour se préparer à aller travailler. Et le père d'Alec organise son activité en fonction de leur fils. À cela s'ajoutent les différents voyages médicaux vers l'Australie. Faute de spécialistes sur le territoire, Alec est suivi par des professionnels australiens. Un quotidien tourné vers le médical, auquel Shirley et son conjoint se sont adaptés. Les débuts, j'ai eu beaucoup de questions parce que c'était pendant mon congé maternité. Quand on regarde en France, par exemple, il y a un des parents qui arrête de travailler pour pouvoir s'occuper parce qu'il y a tellement de soins derrière, c'est lourd. Et comme quand ton enfant ne peut pas être en collectivité, du coup, il faut pouvoir le garder. On a testé en fait de le mettre en garderie. Comme tous les enfants, il a attrapé un virus là-bas. Il a fait 1 semaine de crèche, ça lui a valu 1 semaine d'hôpital. Donc du coup, c'est vrai que ça a été dur quand même parce qu'on s'est dit on va pas vivre comme ça tout le temps. Et en plus, lui, les antibiotiques, il faut passer par voie intraveineuse pour qu'il puisse les assimiler plus rapidement. Je vais pas me plaindre à dire que c'est impossible à vivre ou quoi que ce soit. De toute manière, à partir du moment où on a un enfant qui développe une particularité comme une maladie ou un handicap, etc., c'est vrai que c'est pas facile. Après, l'instinct maternel et la vie fait qu'il faut qu'on trouve en fait notre mode de vie. Aujourd'hui, je te dirais que ça va parce que j'arrive en fait à concilier ma vie professionnelle avec ma vie de famille et ma vie de maman. S'il n'existe pas d'aide et d'accompagnement spécifique pour les patients atteints de mucoviscidose sur le territoire, les parents d'Alec estiment être très bien accompagnés. Malgré la maladie, Shirley et son conjoint souhaitent croquer la vie à pleines dents et garder espoir. Ces dernières années, avec les progrès médicaux et la recherche, l'espérance de vie a augmenté et est supérieure à 40 ans aujourd'hui. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.